Un médecin, une enfant, et une vérité trop lourde pour la nuit. Le docteur Michel Renaud sortait d'une garde de 36 heures. 36 heures d'intervention, de soupirs retenus, d'espoir suspendu entre les battements d'un cœur trop petit. Il errait dans les couloirs vides de l'hôpital Saint-Ange, les épaules voûtées par la fatigue et l'esprit encore envahi par les complications de sa dernière chirurgie pédiatrique. Il n'attendait plus qu'une chose, le silence de son appartement, loin des bips, des urgences, des décisions vitales à prendre. Mais alors qu'il franchissait les portes automatiques de l'entrée principale, son regard fut happé par une silhouette minuscule, recroquevillée contre le mur du service des urgences pédiatriques. Sous la pluie glaciale d'un hiver francilien, une fillette d'origine asiatique, trempée jusqu'aux os, dormait là, blottie contre un sac de plastique comme s'il s'agissait d'un coussin précieux. Sa respiration était fine, presque invisible, et ses bras amaigris ne formaient qu'un fragile barrage contre le froid mordant. Le cœur de Michel se serra. Il n'avait pas encore identifié pourquoi, mais cette vision bousculait en lui quelque chose de profond, d'ancien. Il s'approcha rapidement, oubliant sa fatigue d'homme vidé. « Petite, réveille-toi » murmura-t-il en s'agenouillant près d'elle, sa voix douce comme une couverture qu'on déploie. « Tu ne peux pas rester ici. » Il posa une main délicate sur son épaule. La petite ouvrit à peine les yeux, deux billes noires effrayées, troubles, encore à moitié prises dans un cauchemar. Elle tenta de dire quelque chose, un souffle à peine articulé, puis referma les paupières, vaincue par l'épuisement. Michel regarda autour de lui. Le parking était désert. Aucun parent, aucun adulte, aucun mouvement. Il pleuvait toujours, et le vent avait commencé à fouetter les grilles métalliques avec rage. « Je ne peux pas la laisser ici » se murmura-t-il, comme pour se convaincre. Il la souleva avec une infinie précaution. Elle était incroyablement légère. Trop. Son corps frêle tremblait contre lui, et il sentit à travers les vêtements détrempés la froideur inquiétante de sa peau. Il n'était plus question de protocole. Il y avait là une urgence plus grande, une détresse silencieuse qu'il ne pouvait ignorer. Dès qu'il franchit à nouveau les portes de l'hôpital, toujours l'enfant dans les bras, Camille, l'infirmière en chef de garde, l'interpella d'une voix tranchante. « Docteur Michel. Qu'est-ce que vous faites ?» Son regard se posa aussitôt sur la fillette, trempée et inanimée. Je l'ai trouvée seule dehors. À l'entrée du service. Sous la pluie. Je ne pouvais pas la laisser là. Il se dirigeait déjà vers une salle d'examen. Vous savez qu'il y a des protocoles très stricts, docteur. Il faut contacter la protection de l'enfance, remplir une déclaration, alerter les services sociaux. On ne peut pas juste prendre une enfant des rues et l'amener ici comme ça. On s'occupera des papiers après, répondit-il d'un ton ferme. Elle est gelée, possiblement déshydratée. Chaque minute compte. Il la déposa doucement sur la table d'examen. En lui ôtant ses vêtements humides pour la sécher et l'ausculter, il s'arrêta soudain. Son souffle se bloqua. Une cicatrice chirurgicale, fine mais encore rosée, traversait le haut de la poitrine de l'enfant. Une cicatrice précise. Caractéristique. Michel tendit la main, tremblant, et passa doucement les doigts dessus. Impossible. Camille. Apportez-moi les dossiers de toutes les chirurgies cardiaques pédiatriques des 6 derniers mois, vite. L'infirmière hésita, puis s'exécuta à contre-cœur. Michel poursuivit l'examen. Hypothermie modérée. Épuisement. Rythme cardiaque faible mais stable. Il posa une perfusion de glucose, l'enveloppa dans des couvertures thermiques et resta là, les yeux rivés à cette marque, comme si elle était la clé d'un mystère plus grand. Camille revint avec une tablette contenant les dossiers. Elle insista. « Docteur, vous savez que ce n'est pas une situation normale. Nous devons prévenir les autorités. » Il ne répondit pas. Il scannait les fiches, les noms, les diagnostics. Puis il s'arrêta net. Ses yeux s'agrandirent. C'est elle. Il montra l'écran à Camille. Lynchia Chen. 5 ans. Chirurgie de correction d'un défaut interventriculaire réalisée ici même, il y a 4 mois. Ils ne sont jamais revenus pour les suivis. Ils ont disparu. Mais, comment a-t-elle pu revenir seule? Et pourquoi aurait-il arrêté les soins, surtout pour une pathologie aussi grave? Michel lut la fiche jusqu'au bout. Famille immigrée. Travailleur précaire dans un atelier clandestin de confection à Tépito. Logement insalubre. Faible revenu.
L'hôpital avait couvert les frais de l'opération, mais les médicaments et les suivis restaient à leur charge. Il sentit une boule douloureuse monter dans sa gorge. Combien d'enfants étaient passés entre ses mains sans qu'ils comprennent ce que leur vie était vraiment, une fois sortis de son bloc opératoire? Je vais rester avec elle cette nuit, dit-il brusquement. Docteur, vous savez bien que c'est totalement irrégulier. Alors enregistrez-moi des heures supplémentaires. Je ne la laisserai pas seule. Pas cette nuit. Camille soupira. Elle savait que lorsqu'il prenait ce ton, rien ni personne ne pourrait l'en dissuader. Très bien. Je vais préparer les documents provisoires. Mais demain matin, il faudra tout officialiser. Une fois seul, Michel rapprocha une chaise et s'assit près de la petite, une main posée sur son bras. Il la regarda longtemps, avec une douceur silencieuse. Et, sans crier gare, une image s'imposa à lui, sa propre fille. Nathalie. Il ne l'avait pas vue depuis plus de 3 mois. Depuis ce divorce amer avec Alexandre. Après 18 ans de mariage, les urgences, les remplacements, les gardes imprévus avaient érodé leur amour. Il avait choisi l'hôpital. Encore et toujours. Pensant bien faire. Mais aujourd'hui, à 46 ans, il vivait seul, et sa fille refusait de répondre à ses appels. Ses pensées furent interrompues par un frémissement. L'enfant bougeait. Elle entr'ouvrit lentement les yeux. « Tu es en sécurité maintenant » murmura-t-il en espagnol, devinant ses origines. À sa grande surprise, elle le regarda avec intensité, puis murmura. « Docteur, cœur. » Ces 2 mots, si simples, lui transpercèrent l'âme. Elle l'avait reconnu. D'une manière ou d'une autre, elle avait retrouvé le chemin vers lui. Celui qui lui avait sauvé la vie des mois plus tôt. Le matin se leva, timide, derrière les vitres embuées. Michel avait veillé toute la nuit, somnolent par moments, sans jamais s'éloigner. Quand il ouvrit les yeux, elle était réveillée. Ses grands yeux sombres posés sur lui. « Bonjour », dit-il avec un sourire fatigué. « Comment tu te sens ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Mais elle sortit lentement une petite main de sous la couverture, et attrapa son doigt. Avec une force inattendue. Puis, d'une voix tremblante, dans un mélange d'espagnol et de portugais. Chat, grand-mère, malade, grand-maman, très malade. Michel comprit alors. Cet enfant n'était pas revenu ici pour elle. Elle cherchait de l'aide. Pour quelqu'un d'autre. Elle avait fait le chemin seule, traversant la ville, sous la pluie et le froid, avec dans le cœur une mission que seuls les enfants peuvent porter avec un tel courage, sauver celle qu'elle aimait. Et peut-être, sans le savoir, elle avait aussi sauvé un médecin, perdu quelque part entre les priorités et les regrets. Michel se redressa, légèrement penché vers l'enfant, le cœur soudain envahi par une inquiétude muette. Il essayait de rassembler les morceaux du puzzle qu'elle lui offrait, entre ses mots entrecoupés et ses yeux embués de larmes. « Ta grand-mère est malade. C'est pour ça que tu es venu jusqu'ici » demanda-t-il avec douceur. L'enfant hocha la tête, le regard noyé dans une gravité trop grande pour ses 5 petites années. Sa voix était à peine un souffle. « Grand-maman, cœur pas bien, plus de médicaments. Papa travaille. Maman travaille aussi. Personne pour amener grand-maman à l'hôpital. » Les mots, simples, rudimentaires, perçaient le silence comme des flèches. Michel sentit son cœur se serrer. Cet enfant, frêle et minuscule, avait traversé seul une partie de la ville en pleine tempête, pour chercher de l'aide pour celle qu'elle appelait « grand-maman ». Il s'agenouilla à sa hauteur, son regard plongeant dans celui de la fillette. « Tu sais où tu habites, là ? Tu peux me dire où est ta maison ?» Elle secoua la tête négativement, puis, comme prise d'une urgence soudaine, se mit à fouiller frénétiquement dans les manches de son pyjama d'hôpital. Elle chercha, fouilla, retourna les coutures comme si elle y avait caché un trésor. Frustrée de ne rien trouver, elle jeta un regard désespéré vers ses vêtements mouillés, pliés sur une chaise à proximité. « Papier » murmura-t-elle. « Ya, papier. » Michel comprit aussitôt. Il attrapa les vêtements et fouilla les poches de la petite robe. Dans l'une d'elles, il trouva un morceau de papier détrempé. L'eau avait fait courir l'encre, mais on pouvait encore discerner une adresse, griffonnée d'une écriture hésitante. Rue Louis Martel, lut-il à haute voix. Ce nom éveilla en lui un souvenir. Un quartier de Tépito, connu pour ses ateliers de textile, ses immeubles délabrés, et ses familles d'immigrés vivant dans des conditions précaires. À cet instant,
la porte s'ouvrit. Camille, une infirmière, entra, accompagnée d'une femme d'une cinquantaine d'années, habillée de façon stricte et professionnelle. « Bonjour, docteur Michel, dit Camille. Voici Gabrielle, travailleuse sociale de l'hôpital. Elle est venue pour s'occuper de la situation de la petite. » Gabrielle s'avança avec un sourire qui tentait de cacher une fermeté administrative. « Bonjour, docteur. Je comprends que vous soyez préoccupé, mais nous devons respecter les protocoles. Je vais informer le bureau de protection de l'enfance et entamer les démarches pour retrouver la famille. S'il n'y a aucun adulte identifié, l'enfant devra être placé temporairement. » Michel sentit alors une petite main agripper la sienne, plus fort qu'avant. Elle tremblait. Il regarda la fillette, son regard était celui d'un animal blessé qu'on menace d'éloigner de la seule personne qui lui a tendu la main. « Nous avons une adresse, dit-il en montrant le papier trempé. Cet enfant n'est pas perdu ni abandonné. Elle est venue chercher de l'aide pour sa grand-mère, qui semble aussi avoir des problèmes cardiaques. Même ainsi, nous devons suivre les règles, insista Gabrielle. Un enfant ne peut pas errer seul dans la ville. Il peut s'agir d'un cas de négligence, voire d'abandon. » Michel sentit une colère sourde monter en lui. Il connaissait bien les protocoles. Trop bien. Et il savait que si le bureau s'en mêlait, la petite pourrait passer des semaines dans un foyer, pendant que sa grand-mère, si elle était encore vivante, restait sans soin. « Gabrielle, dit-il, je comprends votre position. Mais cette situation est exceptionnelle. Cet enfant est ma patiente. Je l'ai opérée du cœur il y a quelques mois. Et aujourd'hui, elle revient pour demander de l'aide pour sa grand-mère. Cela ne change rien aux lois, répondit Gabrielle, tout en tapotant nerveusement sur sa tablette. Michel inspira profondément, luttant contre l'envie de crier. Je vous demande simplement quelques heures. Mon service commence à 14 heures. D'ici là, je veux aller à cette adresse. Si je découvre le moindre signe de négligence, je vous le signalerai immédiatement. Gabrielle et Camille échangèrent un regard hésitant. C'est très irrégulier, commença Gabrielle. J'en prends l'entière responsabilité, coupa Michel. Je signerai ce qu'il faut. Mais on ne peut pas ignorer qu'une vieille dame est peut-être en train de mourir sans aide, pendant qu'on débat de règlement. Après une discussion tendue, Gabrielle céda. Michel obtint 6 heures, à condition de signer un document de prise de responsabilité. Il le fit, sans hésiter. Resté seul avec l'enfant, il s'accroupit à nouveau. On va retrouver ta grand-maman. Et on va l'aider. Je te le promets. La fillette esquissa un petit sourire, fragile, timide. Son premier sourire depuis qu'elle avait été trouvée, recroquevillée sous la pluie. Après lui avoir donné des vêtements secs et s'être assuré qu'elle avait mangé, Michel l'installa dans sa voiture, défiant toutes les règles. On va trouver ta maison, Lin, dit-il en la regardant dans le rétroviseur. Alors qu'il s'engageait dans les rues embouteillées de la ville, direction Tépito, il ne pouvait s'empêcher de penser à l'irréalité de la situation. Moins de 24 heures plus tôt, il achevait une garde épuisante, rêvant seulement d'un lit. Et maintenant, il roulait vers un quartier pauvre, une enfant à l'arrière, pour sauver une femme qu'il n'avait jamais vue. Son téléphone sonna. Sur l'écran, le nom d'Alexandra clignotait. Il hésita. Puis répondit en mode haut-parleur. « Michel, il faut qu'on parle de la pension de Nathalie », lança la voix froide de son ex-femme. « Je suis en plein milieu d'une urgence, Alex. On peut en parler plus tard ?» Toujours la même excuse, Michel. Il y a toujours quelque chose de plus important que ta famille. Rien ne change. Ce n'est pas juste, protesta Théil, bien conscient que la petite entendait tout depuis l'arrière. Et la vie de ta fille ? Nathalie a un gala ce week-end. Tu sais combien de spectacles tu as ratés ? Un nœud familier se forma dans sa gorge. Il pensa à sa fille, à cette distance qui s'était creusée au fil des années. Je ne savais pas pour le gala. Bien sûr que non. Tu ne sais jamais. Tu ne veux pas vraiment savoir. Un silence s'installa. Puis la voix d'Alexandra se fit plus douce. Je ne veux pas me disputer. Je veux juste que tu règles la pension. Et, ce serait bien que tu sois au gala. Elle ne le dira pas, mais je sais qu'elle te cherche dans la foule. Les yeux de Michel se brouillèrent. Il répondit, la voix cassée. J'y serai. Je te le promets. Et je réglerai la pension aujourd'hui. Il raccrocha.
Dans le rétroviseur, le regard de l'enfant le fixait. « C'est ta fille ?» demanda-t-elle simplement. « Oui », répondit-il, surpris par sa curiosité. « Elle est malade aussi ? Tu es son médecin ?» La question l'ébranla. Il avait été médecin pour des centaines d'enfants. Mais pas pour la sienne. Pas vraiment. Non. Je suis juste son papa. Enfin, j'essaie. Quand il arriva dans la rue Lopez Mateo, la réalité l'accueillit avec brutalité. Les immeubles semblaient tenir debout par miracle. Façades fissurées, vitres brisées, cordes à linge accrochées au balcon, tout respirait la survie. « C'est ici ?» demanda-t-il. L'enfant hocha la tête avec une lueur d'espoir dans les yeux. Michel coupa le moteur, jeta un dernier regard vers elle. « On y va. Ensemble. » Et main dans la main, ils s'avancèrent vers l'entrée, comme deux âmes perdues sur le point de retrouver une part d'elles-mêmes. En tentant de détacher sa ceinture de sécurité, Michel Renaud suivit la petite Linou dans l'immeuble sombre. Dès l'entrée, il fut saisi par une odeur tenace d'humidité, mêlée au relent de plats en cuisson provenant de plusieurs foyers improvisés. Le couloir était étroit, mal éclairé, tapissé de portes numérotées derrière lesquelles s'entassaient des familles entières, vivant dans des pièces à peine assez grandes pour accueillir une seule personne. Sans un mot, Linou attrapa la main du médecin et l'entraîna avec une assurance étonnante vers le fond du couloir. Ils grimpèrent une cage d'escalier grinçante jusqu'au 2e étage. Là, la fillette s'arrêta devant une porte écaillée, le numéro 17 à peine visible sur le bois. Elle leva son petit pain vers la porte comme une offrande. « Mamie, c'est ici ?» annonça-t-elle en frappant de ses petites mains. Silence. Elle jeta un regard inquiet à Michel avant de frapper de nouveau, cette fois plus fort, avec insistance. Finalement, une voix faible, presque un souffle, s'éleva de l'autre côté. « Qui est là ?»« C'est Linou » répondit-elle vivement, dans sa langue maternelle. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant une femme âgée, d'environ 70 ans, au visage marqué par la fatigue mais illuminé de soulagement en voyant l'enfant. En apercevant Michel, son regard devint plus méfiant. « Linou, grâce à Dieu !» s'exclama-t-elle avec un accent étranger, serrant l'enfant dans ses bras avec ferveur. Puis elle lança au médecin un regard interrogateur. « Qui êtes-vous ? » « Je suis le docteur Michel Renaud, chirurgien cardiaque à l'hôpital Saint-Angèle, » répondit-il calmement. « C'est moi qui ai opéré Linou il y a quelques mois. » Le visage de la vieille dame s'adoucit. Une lueur de reconnaissance passa dans ses yeux. « Docteur Cœur » murmura-t-elle en reprenant l'expression que Linou utilisait. « Entrez, je vous en prie. » L'intérieur du petit appartement était d'une propreté touchante malgré la pauvreté manifeste. Une seule pièce servait de chambre, salon et cuisine. La salle de bain n'était séparée que par un simple rideau. Dans un coin, 3 matelas empilés témoignaient de l'effort de faire de ce lieu un refuge pour plusieurs personnes. Elle se présenta comme Madame Chao et s'assit lentement sur l'une des 2 chaises bancales, gardant Linou contre elle. Michel s'étonna. « Où sont les parents de Linou ?»« Au travail », répondit-elle en pointant une vieille horloge au mur. « Ils partent à 5 heures du matin, reviennent à 9 heures du soir, tous les jours. » « Et vous restez seul avec Linou tout ce temps ?» demanda Michel, les yeux scrutant déjà le teint pâle de la vieille femme. Madame Chao acquiesça, mais baissa les yeux. « Je m'occupe d'elle, mais hier ?» Elle hésita, cherchant ses mots. « Hier, je me suis senti très mal. Plus de médicaments depuis une semaine. Je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, Linou avait disparu. » Michel s'agenouilla près d'elle, parlant avec douceur. « Vous avez des problèmes cardiaques ?» Elle hocha la tête avec dignité. « Comme Linou. Problème de famille. Dans mon pays, j'étais cardiologue, » ajouta-t-elle, avec une fierté discrète. « Je sais que mon cœur va mal. Mais ici, sans papier, sans argent, impossible de me faire soigner. » Ces mots transpercèrent Michel. Devant lui se tenait une femme ayant autrefois sauvé des vies, réduite aujourd'hui à se battre pour la sienne dans l'ombre de la société. « Puis-je vous examiner ?» proposa-t-il en sortant son stéthoscope de sa poche. Elle acquiesça. Son souffle était court, son rythme cardiaque irrégulier. L'insuffisance cardiaque était manifeste, aggravée par l'absence de traitement. « Vous devez être hospitalisé immédiatement » déclara-t-il avec fermeté. Le visage de Madame Chao se ferma aussitôt. « Je ne peux pas. Je n'ai pas de papier. »
L'hôpital demande des documents, de l'argent? Et qui s'occupera de Linou? Michel la fixa avec douceur. Je m'occuperai de tout. Linou pourra rester à l'hôpital. Nous préviendrons ses parents. Mais la vieille dame tremblait. Le mari de ma fille. Il n'aime pas les hôpitaux. Il a peur, des papiers, du gouvernement. Michel comprit alors. Ils étaient sans doute en situation irrégulière. Et leur peur de l'administration était réelle, viscérale. Je comprends, mais il en va de votre vie. Et Linou ne peut pas rester seule. C'est alors que la petite s'approcha, tirant la manche de sa blouse. Docteur Cœur, aide mamie, comme t'as aidé Linou. Son regard transperça les dernières résistances de Michel. Ce n'était plus seulement une patiente. C'était une promesse. Oui, Linou. Je vais aider ta grand-mère. Après avoir convaincu Madame Chao, il l'aida à rassembler ses papiers et quelques effets personnels. Linou emballa quelques vêtements dans un sac à dos coloré. Avant de partir, Madame Chao insista pour laisser un mot à ses enfants. En route vers l'hôpital, Michel aperçut dans le rétroviseur la vieille femme tenant contre elle une vieille chemise cartonnée. « Ce sont mes dossiers médicaux », expliqua-t-elle. « Très important. Fait dans mon pays. » Michel acquiesça, respectant le lien qu'elle gardait avec son identité professionnelle, malgré la misère. À leur arrivée à l'hôpital, Camille, l'infirmière en chef, les attendait. « Docteur Michel. On était sur le point d'appeler la police. Vous êtes parti avec une patiente mineure sans autorisation. » « La situation est plus complexe, Camille, » répondit-il en aidant Madame Chao à descendre. « Voici sa grand-mère. Elle présente une insuffisance cardiaque sévère. Elle doit être hospitalisée immédiatement. » Le visage de Camille changea en voyant l'état de la vieille dame. « Très bien. On s'occupera de la paperasse plus tard. Je vais chercher un brancard et appeler le docteur Ravière de la cardio. » Les heures qui suivirent furent intenses. Madame Chao fut admise aux urgences cardiologiques. Les examens confirmèrent un état grave nécessitant une intervention rapide. Linou ne quitta pas sa grand-mère. Elle lui tenait la main, refusant de s'éloigner, sauf lors des procédures. Michel, pendant ce temps, tenta en vain de contacter les parents de l'enfant avec les informations laissées dans le voisinage. Il renonça à son poste de l'après-midi, incapable d'abandonner. Alors qu'il prenait un café, Gabrielle, l'assistante sociale, l'aborda. « Docteur, j'ai besoin de vous parler. C'est compliqué. On ne parvient pas à joindre les parents de Linou. Et Madame Chao, sans papier, ne peut pas être légalement responsable. » Michel soupira, fatigué. « Nous faisons face à une urgence médicale. La bureaucratie peut attendre. » Mais Gabrielle secoua la tête. « Ce n'est pas si simple. Le directeur administratif a été prévenu. Il exige une réunion immédiate. » Michel sentit la tension monter. Le docteur Vallée-Ducham, directeur administratif, était connu pour son intransigeance. La réunion fut à la hauteur de sa réputation. « Docteur Renaud, vous avez placé l'hôpital dans une situation juridiquement vulnérable, » lança-t-il, le ton froid. « Une enfant sans document. Une étrangère en situation irrégulière. Et vous, médecin, qui avez agi sans autorisation ?» Michel garda le silence un instant, puis répondit d'une voix calme, mais ferme. « J'ai fait ce que tout être humain ferait. J'ai choisi la vie. Et je recommencerai. Il ne s'agit pas d'un protocole, Étienne, il s'agit d'une vie humaine. » La voix du docteur Michel Renaud fendit l'air avec une intensité rare. L'habituelle distance administrative laissait place à une humanité sans filtre. Face à lui, le directeur de l'hôpital, Étienne Vallet, fronçait les sourcils. « Des vies humaines, oui, mais qui coûtent de l'argent, docteur. » « Qui va payer le traitement ?» rétorqua-t-il froidement. « Le programme d'aide a déjà couvert l'opération de la petite fille. Et la famille n'est même pas revenue pour les suivis nécessaires. » Michel sentit une bouffée de chaleur lui monter aux joues. Sans réfléchir, il répondit. « Je paierai moi-même, s'il le faut. » Même lui fut surpris par la spontanéité de ses mots. Étienne le regarda, interloqué. « Vous êtes conscient que les frais peuvent devenir considérables ? Surtout si Madame Sao doit subir une intervention chirurgicale, ce qui semble fort probable. » Michel planta son regard dans le sien. « Je sais exactement de quoi il s'agit, Étienne.
Et je sais aussi que l'hôpital dispose d'un fonds humanitaire de secours. Un fonds que vous gardez sous clé en invoquant 1000 excuses administratives. Le directeur se redressa, visiblement contrarié, et ajusta ses lunettes avec agacement. Ce fonds a des critères bien définis, Michel. Il ne peut être mobilisé que dans des cas très exceptionnels, sur accord du conseil de direction. Je vous rappelle que j'en fais partie. Je ne demande pas une faveur personnelle, Étienne. Je fais simplement ce que ma conscience de médecin et d'être humain m'impose. Après une longue discussion, ponctuée de silences tendus et de regards lourds de sens, un compromis fut trouvé. L'hôpital couvrirait les frais initiaux du traitement de Madame Sao. En échange, Michel s'engageait à régulariser la situation administrative de la famille sous une semaine. Quant à Linou, la petite fille, elle serait autorisée à rester à l'hôpital auprès de sa grand-mère, à condition d'être encadrée par le service social. Lorsque Michel retourna dans la chambre, il trouva la fillette sagement assise à côté du lit, dessinant avec concentration sur un carnet qu'une infirmière lui avait donné. Le calme de la scène contrastait violemment avec la tension qu'il venait de quitter. Il s'approcha de Madame Sao, qui, bien que pâle et affaiblie, gardait cette lueur fière dans le regard. « Comment vous sentez-vous, Madame Sao » demanda-t-il en consultant le moniteur cardiaque. « Mieux, grâce aux médicaments » murmura-t-elle faiblement. Michel s'assit sur le bord du lit, sa voix douce mais grave. « Nous devons parler de votre traitement. Les examens montrent une sténose mitrale sévère. Votre cœur a besoin d'aide. Une opération est nécessaire. » La vieille femme hocha la tête, presque résignée. « Je l'ai vu dans les résultats. La même maladie héréditaire que ma petite Linou. C'est exact. Et le traitement sera semblable, une opération pour réparer la valve. » Elle resta silencieuse un instant, puis demanda d'une voix posée. « Qui va payer, docteur ? Ma fille et mon gendre travaillent jour et nuit pour joindre les deux bouts. Ils ont déjà contracté une grosse dette pour l'opération de Linou. » Michel lui adressa un regard compatissant. « Ne vous inquiétez pas pour ça maintenant. Ce qui compte, c'est votre santé. » Mais Madame Sao, avec son regard perçant de femme autrefois médecin, ne se laissa pas amadouer. « C'est vous, n'est-ce pas ? Vous allez payer de votre poche. » Il ne répondit pas. Il se contenta de sourire. « Nous trouverons une solution. L'hôpital dispose de programmes d'aide. L'hôpital a déjà beaucoup fait pour nous, dit-elle doucement. C'est pour cela que nous n'avons pas ramené Linou aux consultations. Ma fille a honte de ne pas pouvoir payer. Et son mari a peur des papiers. » Une boule se forma dans la gorge de Michel. Il comprit que ce n'était ni l'indifférence ni l'insouciance qui avaient empêché la famille de revenir. Mais la peur. Et la honte. Je comprends. Mais la santé doit toujours passer avant tout. Son regard fut attiré par une chemise cartonnée posée à côté de l'oreiller, que Madame Sao gardait comme un trésor. Hésitant, il demanda. « Vous avez dit que vous étiez cardiologue, dans votre pays ? Serait-il possible de découvrir vos recherches ?» Pour la première fois depuis son hospitalisation, le visage de Madame Sao s'illumina. Une étincelle de jeunesse traversa ses traits marqués par le temps. « Vous vous intéressez à mes travaux ? » « Bien sûr. Le savoir médical n'a pas de frontières, Madame Sao. » Avec soin, elle ouvrit la chemise. À l'intérieur, des dizaines de documents classés, certains jaunis par le temps, d'autres annotés de sa main, dans une langue que Michel ne comprenait pas. Mais les schémas, les tracés, les analyses, tout transpirait la rigueur scientifique. Il tourna les pages avec émerveillement. « C'est remarquable. Vous avez étudié une pathologie rare, spécifique à certaines populations d'Asie de l'Est ? » Elle hocha la tête. « Oui. Dans mon pays, nous soignons de nombreux cas similaires à celui de Linou. Avec une approche combinée de médecine traditionnelle et de chirurgie moderne. Moins de complications, de meilleurs résultats. » Pendant que Michel lisait, fasciné, Linou se leva fièrement pour lui montrer son dessin. Un homme en blouse blanche tenant les mains d'une fillette et d'une vieille dame. Docteur Cœur. Mamie Cœur. Hélène Cœur, expliqua-t-elle en souriant. Michel sentit son cœur se serrer. Ce simple dessin traduisait mieux que tous les mots le lien qui s'était tissé entre eux. 3 générations. 3 vies. 3 cœurs battant désormais à l'unisson. C'est alors qu'une infirmière entra précipitamment. « Docteur Michel ? Les parents de la fillette viennent d'arriver.
Ils sont très agités. Dans le couloir, un jeune couple d'origine asiatique discutait vivement avec deux agents de sécurité. La femme sanglotait. L'homme gesticulait avec véhémence. « Où est ma fille ? Où est ma mère ?» criait-elle en espagnol. Michel s'avança et se présenta calmement. « Je suis le docteur Renaud. C'est moi qui ai trouvé votre fille hier soir. Elle était seule, sous la pluie. Votre mère est en état critique. Elle a besoin de soins urgents. » L'homme, les yeux en feu, répliqua. « Vous n'aviez pas le droit de nous enlever notre fille. Nous avons des droits. » Michel garda son calme. « Monsieur Chen, je comprends votre inquiétude. Mais croyez-moi, il fallait agir vite. » La jeune femme, Madame Chen, s'effondra. Nous sommes rentrés du travail, et elle n'était plus là. J'ai cru qu'elle était morte. Michel posa une main apaisante sur son épaule. Elles vont bien. Venez avec moi. Bien que méfiant, le couple suivit Michel jusqu'à la chambre. Dès que Linou aperçut ses parents, elle courut dans leurs bras, fondant en larmes. Les retrouvailles furent intenses, pleines de chaleur et de soulagement. Madame Sao les observait, un léger sourire sur les lèvres, comme si ce simple instant valait toutes les souffrances. Une fois les larmes séchées, Michel expliqua la situation médicale. La famille, plus calme, révéla peu à peu son histoire. Ils avaient fui leur pays 3 ans plus tôt. Là-bas, Madame Sao était une cardiologue réputée, jusqu'à ce qu'elle dénonce certaines politiques gouvernementales. « Ma mère a tout perdu », confia Madame Chen. « Sa carrière, son honneur, sa liberté. Nous sommes venus en France pour la protéger. Et pour que Linou ait un avenir. » Michel baissa les yeux, touché par tant de résilience. Il savait désormais qu'il ne s'agissait pas simplement d'un dossier de plus, mais d'un combat pour la dignité. Pour la mémoire. Pour la vie. Monsieur Chen tenait sa fille contre lui, la voix tremblante de fatigue et de résignation. C'est très difficile. Nous travaillons tous les deux dans une usine de confection. Les heures sont longues, le salaire dérisoire. Michel l'écoutait attentivement, touché par l'humilité et le courage de cette famille. Il percevait, derrière les mots, l'usure des sacrifices répétés, le poids d'un quotidien précaire et la dignité farouche de ceux qui n'ont jamais cessé de se battre. Lorsque M. Chen exprima à nouveau ses craintes concernant les frais médicaux et leur statut migratoire, Michel sentit une décision monter en lui comme une évidence. « J'ai une proposition à vous faire », déclara-t-il enfin. Son ton était calme, mais chargé de conviction. « J'ai consulté les recherches de Madame Sao sur les pathologies cardiaques héréditaires. Ce sont des travaux remarquables, d'une grande valeur pour la médecine, ici en France. » Madame Sao, allongée sur son lit, ouvrit les yeux avec un regain de curiosité. Son corps affaibli semblait soudain se redresser sous l'effet de ces mots inattendus. « Que proposez-vous, docteur ? Une collaboration ?» Michel hocha doucement la tête. « L'hôpital pourrait prendre en charge votre traitement, Madame Sao, dans le cadre d'un programme de recherche. En échange, vous accepteriez de partager votre expertise avec notre équipe médicale, en tant que consultante spécialisée. » Les yeux de la vieille femme brillèrent, un éclat timide mais profond, comme une lueur revenue d'un passé lointain. « Mon travail a donc encore de la valeur ? » « Une valeur immense, Madame Sao, » répondit Michel avec une sincérité indiscutable. « Et je peux aussi vous aider à régulariser votre situation grâce à un visa humanitaire. J'ai des contacts qui peuvent intervenir. » Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Monsieur et Madame Chen se regardèrent, ébranlés. Pour la première fois depuis leur arrivée à l'hôpital, la peur recula, cédant la place à une lumière fragile mais réelle, celle de l'espoir. « Pourquoi nous aidez-vous autant, docteur ?» demanda Monsieur Chen, encore méfiant devant tant de bienveillance. Michel marqua une pause. Ses yeux se posèrent sur la petite Lin, serrée dans les bras de son père, puis il sourit doucement. « Parce que votre fille m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. Entre 2 opérations et des gardes de nuit, j'avais perdu de vue que derrière chaque cœur que je soigne, il y a une famille entière, une histoire complète. » Il s'accroupit à la hauteur de l'enfant. « Votre fille a traversé la ville, seule, sous la tempête, pour sauver sa grand-mère. Le minimum que je puisse faire, c'est faire en sorte que cet acte de bravoure ne soit pas vain. » Dès lors, Michel se lança dans une double mission, préparer l'opération de Madame Sao et aider la famille Chen à retrouver un statut légal. Il s'investit pleinement, appelant des collègues,
sollicitant des appuis, usant de toute son influence à l'hôpital pour que le dossier soit traité sans délai. Pendant ces jours intenses, il passa plus de temps avec l'un qu'avec sa propre fille depuis des mois. La petite, toujours curieuse, l'accompagnait parfois dans ses tournées, posant des milliers de questions, examinant chaque instrument avec des yeux émerveillés. « Et toi, Lin, tu veux devenir docteur plus tard ?» lui demanda-t-il un jour, alors qu'il remplissait des dossiers. « Oui. Docteur du cœur, comme vous et comme mamie. » Cette réponse le bouleversa. Une chaleur douce l'envahit, une fierté inexplicable. Comme si, déjà, cet enfant faisait partie de sa propre vie. Pendant les jours qui précédèrent l'opération, Madame Sao, alitée mais lucide, commença à transmettre ses connaissances. Michel organisa de petites conférences informelles autour de son lit. Les médecins se pressaient pour écouter cette vieille femme expliquer ses méthodes, mêlant médecine traditionnelle asiatique et savoir moderne. Fascinant, la manière dont elle intègre les techniques anciennes avec nos protocoles, murmura le docteur Ravier, chef du service de cardiologie, après une séance. Ce qu'elle propose pourrait transformer nos approches. L'opération fut programmée pour un vendredi. La veille au soir, alors que Michel finalisait les derniers détails, il reçut un appel inattendu. « Papa ?» C'était Nathalie. Sa fille. Sa voix, douce mais hésitante, le surprit. « Nathalie ? Tout va bien ? » « Oui. Maman m'a dit que tu viendrais à mon spectacle de ballet samedi. »« Bien sûr, j'y serai. »« C'est promis. » Elle marqua un silence. « C'est important pour toi ?» demanda-t-elle, une fragilité rare perçant à travers son assurance habituelle d'adolescente. Michel sentit sa gorge se nouer. « C'est la chose la plus importante de mon week-end. Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Il sourit à travers le combiné. « Pas même pour une opération. » Elle rit doucement. « Même pas pour la plus compliquée du monde ? » Même pas. Je réorganise tout pour être là. Un silence. Puis un souffle. Ça compte beaucoup pour moi, papa. Quand elle raccrocha, Michel resta immobile un instant. Cette conversation, brève mais sincère, venait d'ouvrir une brèche dans sa routine de chirurgien dévoué. Pour la première fois, il plaçait sa fille avant tout. Et, ironiquement, c'est une petite patiente étrangère qui lui avait rappelé l'essentiel. Le lendemain matin, Michel arriva à l'hôpital plus tôt que jamais. À sa surprise, une silhouette familière l'attendait dans la salle d'attente, la docteure Monique Delaunay, son ancienne professeure, aujourd'hui directrice de l'Institut national de cardiologie. « Monique ? Quelle surprise !»« Michel, mon cher, dit-elle en l'embrassant formellement. J'ai entendu parler de ta patiente, une cardiologue étrangère, avec des travaux qui pourraient bouleverser nos approches des cardiopathies en Asie de l'Est. » Michel fronça les sourcils. Monique ne se déplaçait jamais sans raison. Les nouvelles vont vite, visiblement. Toujours dans ce milieu, répondit-elle avec un sourire maîtrisé. J'aimerais la rencontrer avant l'opération. Peut-être envisager une collaboration entre ton hôpital et le nôtre ? Michel sentit son estomac se crisper. Monique était connue pour sa brillante intelligence, mais aussi pour sa soif de reconnaissance. Je vais voir si Madame Sao est disposée à une visite. Elle est très stressée. Bien sûr. Mais n'est-ce pas encourageant pour elle de savoir que ses recherches pourraient être publiées à l'international ? Michel haussa un sourcil. En ce moment, elle pense surtout à guérir et à protéger sa famille. Le ton de Monique se fit plus incisif. J'ai entendu dire que tu t'occupais de dossiers migratoires. C'est plutôt atypique pour un chirurgien, non ? L'allusion était claire. Elle savait. Je fais ce que je crois éthiquement juste, répondit Michel avec calme. Monique sourit. Un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Très noble. Mais fais attention à ne pas compromettre ta carrière. Le conseil médical est devenu pointilleux. Avant qu'il ne puisse répondre, Camille apparut dans le couloir. Docteur Michel, tout est prêt pour la préparation. J'arrive. Il se tourna vers Monique. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Elle acquiesça, mais son regard trahissait ses intentions. Elle resterait dans les parages. L'opération de Madame Sao fut l'une des plus ardues de la carrière de Michel. L'état du cœur était bien plus grave que prévu. Il dut improviser, adapter, et ce furent précisément certaines des méthodes décrites par Madame Sao elle-même qui se révélèrent déterminantes.
Après près de 6 heures de lutte, Michel quitta le bloc, épuisé, mais le cœur apaisé. La patiente était stable. Le combat n'était pas fini, mais l'espoir, lui, avait triomphé. Dans la salle d'attente encore bercée par la tension de l'intervention, Michel retrouva la famille Chen. À sa grande surprise, Monique était toujours là, droite comme une flamme. L'opération a été un succès, annonça-t-il d'un ton à la fois rassurant et ému. Un profond soupir de soulagement traversa les visages marqués par l'angoisse. Monsieur Chen ferma brièvement les yeux, comme pour retenir des larmes. Madame Chen posa une main sur sa poitrine, murmurant un merci à peine audible. Linou, l'enfant, leva les yeux vers Michel avec une reconnaissance muette, poignante. Madame Sao se remet bien, ajouta-t-il. Vous pourrez la voir d'ici quelques heures, une fois qu'elle se réveillera complètement de l'anesthésie. Alors que la famille le remerciait avec une émotion sincère, Monique s'approcha. Son ton était sec, professionnel, presque incongru. Félicitations, Michel. J'ai appris que c'était une intervention particulièrement innovante. Comment pourrais-tu déjà savoir ça, demanda-t-il, intrigué par la rapidité de l'information. J'ai mes contacts, répondit-elle, un sourire énigmatique aux lèvres. En fait, je voulais t'inviter à présenter ce cas au Symposium international du mois prochain. Ce serait l'occasion idéale de faire connaître les méthodes de Madame Sao à la communauté médicale mondiale. L'offre était alléchante. Un symposium de cette envergure offrait reconnaissance, visibilité, peut-être même une publication. Mais quelque chose dérangeait profondément Michel. Monique n'avait même pas adressé un regard à la famille Chen. Pour elle, il n'était que le décor d'une prouesse médicale. Merci pour l'invitation, Monique, répondit-il calmement. Mais je dois d'abord en discuter avec Madame Sao. Ce sont ses recherches, après tout. Le sourire de Monique se figea un instant. Bien sûr, même si, techniquement, maintenant que tu as utilisé ces techniques, l'exécution chirurgicale t'appartient. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, répondit Michel, plus fermement. Pas sans crédit. Pas sans consentement. Avant qu'elle ne réplique, son téléphone vibra. C'était le docteur Velasquez, directeur administratif. Michel, j'ai besoin de te voir immédiatement dans mon bureau. C'est au sujet de la famille Chen. Le ton était urgent. Michel sentit son estomac se nouer. Il s'excusa et partit d'un pas rapide. Dans le bureau, Étienne Velasquez arpentait la pièce, visiblement agité. Que se passe-t-il, Étienne ? J'ai reçu un appel de l'Institut national de migration. Quelqu'un a dénoncé la présence d'une famille de migrants en situation irrégulière dans notre hôpital. Ils arrivent pour une vérification. Le sang de Michel se glaça. La coïncidence était trop parfaite. C'était Monique, il en était convaincu. Il faut régler cela tout de suite, déclara-t-il en décrochant son téléphone. Je vais appeler le docteur Ramirez, du service juridique. S'ensuivirent des heures de tension absolue. Michel mobilisa tous les contacts qu'il avait tissés au fil des semaines, y compris un ancien patient désormais employé au consulat, ainsi qu'un avocat spécialisé en droit des migrations. Des démarches qui prennent normalement des semaines devaient être compressées en quelques heures. Pendant ce temps, Madame Sao reprenait conscience, ignorante du drame administratif qui se jouait autour d'elle. Linou restait près de son lit, dessinant silencieusement, tandis que ses parents attendaient, nerveux, dans le couloir. Michel leur avait expressément demandé de ne pas quitter l'hôpital, quoi qu'il arrive. Lorsque les agents de l'Institut national de migration arrivèrent enfin, ils furent accueillis non seulement par Michel et le docteur Vallée, mais aussi par le docteur Ramirez et un représentant du consulat. Voici la documentation de demande d'asile humanitaire, annonça ce dernier. Madame Sao est persécutée dans son pays en raison de ses recherches médicales. Sa contribution scientifique pour la France est potentiellement majeure. Cette famille bénéficie d'une protection consulaire temporaire. Le processus officiel est en cours, et nous avons demandé un traitement en urgence vu l'état de santé de Madame Sao. Les agents, bien que sceptiques, n'avaient pas d'autre choix que d'accepter les documents. Après quelques questions formelles, ils annoncèrent qu'aucune mesure immédiate ne serait prise. Une fois parti, Michel sentit sa colère bouillir. C'était Monique, n'est-ce pas ? Elle a fait cette dénonciation quand elle a compris qu'elle n'aurait pas facilement accès aux recherches de Madame Sao. Le docteur Vallée soupira profondément. Nous ne pouvons rien prouver, Michel.
Et accuser la directrice de l'institut sans preuve, c'est risqué. Pour ta carrière. Ma carrière? S'étrangla Michel. Une famille entière a failli être détruite. Grâce à toi, elle est désormais en sécurité. Concentre-toi là-dessus. Pas sur Monique. Le conseil était sage, mais difficile à avaler. Michel se sentait trahi. Par une collègue qui aurait dû défendre la vie, pas ses intérêts personnels. Sur le chemin du retour vers la chambre de la patiente, il aperçut Linou, seule, regardant la nuit par la fenêtre du couloir. « Ça va, petite » demanda-t-il en s'accroupissant. « Est-ce que mamie va aller bien, docteur » demanda-t-elle avec des yeux noirs tremblants d'inquiétude. « Oui. Ta grand-mère est très forte. Et très intelligente aussi. » La fillette sourit. « Le docteur est fort. Et intelligent. » Michel fut surpris par l'émotion qui le submergea. Cette petite, qui avait traversé une ville en pleine tempête pour sauver sa grand-mère, trouvait encore la force d'admirer les autres. « Tu es forte et intelligente toi aussi, Linou. Bien plus que moi. » Elle secoua la tête, comme si l'idée était ridicule. L'imbécile, la petite fille. Une petite fille qui a bravé la pluie et le danger pour sauver sa grand-mère, rectifia Michel. Cela demande plus de courage que bien des opérations que j'ai faites. Linou sembla réfléchir, puis demanda, l'air songeuse. La fille du docteur est courageuse aussi? La question frappa Michel comme une gifle douce. Nathalie. Son récital de danse était prévu pour le lendemain. Oui. Très courageuse. Elle fait de la danse classique. Demain, elle a une grande présentation. Le docteur va aller la voir danser? Bien sûr. Je le lui ai promis. Linou sourit, satisfaite. Une fille a besoin de son papa. Comme moi. Les mots étaient simples. Mais ils résonnaient comme un jugement silencieux. Pendant des années, Michel s'était convaincu que son absence était justifiée par la noblesse de sa profession. Il sauvait des enfants, des vies. Mais il réalisait enfin que sa propre fille avait besoin de lui tout autant. Le lendemain matin, rassuré par les nouvelles de Madame Sao et la situation stabilisée de la famille Chen, Michel décida de tenir sa promesse. Il enfila son plus beau costume, acheta un bouquet de pivoine les fleurs préférées de Nathalie et prit la route vers Montreuil, où se tenait le récital. Le théâtre était bondé. Dans la salle, il repéra Alexandra au 3e rang. Elle se retourna, surprise. « Tu es venu ? » « Je l'avais promis » répondit-il simplement. La représentation débuta. Nathalie apparut sur scène, lumineuse, gracieuse, transformée. Chaque pas, chaque geste respirait la passion et la maîtrise. Michel, cette fois, était pleinement présent. Il ne pensait ni à ses patients, ni à ses responsabilités. Juste à sa fille. Lorsque le rideau tomba et que les applaudissements retentirent, Michel sentit quelque chose s'ouvrir en lui. Une fierté pure, totale. Plus grande encore que celle ressentie après n'importe quelle opération réussie. Dans les coulisses, Nathalie courut se jeter dans ses bras. Un geste qu'elle n'avait plus eu depuis l'enfance. « Tu es vraiment venu ?» murmura-t-elle, encore vêtue de son costume de ballerine. « Bien sûr. Tu avais dit que c'était la chose la plus importante de mon week-end, non ?» Elle sourit. Il la serra plus fort, comme pour rattraper toutes les fois où il avait été absent. Ce jour-là, Michel Renaud comprit que guérir les corps ne suffisait pas. Il fallait aussi savoir être là pour les âmes qu'on aime. En examinant le visage de son père, Nathalie fronça légèrement les sourcils. « Tu as l'air différent. »« Différent comment ?» demanda Michel, surpris. « Je ne saurais pas l'expliquer. Tu es plus présent. Même si tu es physiquement là depuis toujours, avant, même quand tu assistais à mes représentations, on aurait dit que ton esprit était ailleurs. » La remarque, d'une franchise désarmante, le prit de court. Sa fille avait toujours été intuitive, mais rarement s'était-elle exprimée avec autant de lucidité sur ses émotions envers lui. « J'ai compris certaines choses importantes » avoua Michel doucement. « Sur ce qui compte vraiment. » Après le récital, ils allèrent dîner ensemble. Tous les trois. Ce qui n'était pas arrivé depuis le divorce. Et contre toute attente, la conversation coula avec aisance, naturelle, fluide. Michel écoutait sans chercher à corriger, à interrompre, à imposer. Nathalie, elle,
parlait avec un enthousiasme débordant de son projet, tenter le concours d'entrée en médecine. Michel écarquilla les yeux. Médecine? Depuis quand? Depuis toujours, papa, répondit-elle, un soupçon d'agacement dans la voix. C'est juste que, je n'en parlais pas trop parce que je pensais que tu croirais que c'était juste pour t'impressionner. Alexandre intervint alors, posément. Nathalie a toujours admiré ton travail, Michel. Même lorsqu'elle était en colère contre toi à cause de tes absences. L'admiration était là. Toujours. Le dîner se poursuivit, nourri de confidences nouvelles. Michel raconta l'histoire de Lunou et de Madame Chao. Il parla de cette nuit de tempête, de cette fillette venue seule demander de l'aide pour sa grand-mère. Et de comment cette rencontre avait, sans exagérer, transformé sa manière de voir la médecine, la vie, lui-même. Cette petite t'a visiblement donné une belle leçon, observa Alexandre, un sourire doux sur les lèvres, le premier adressé à son ex-mari depuis des années. Plusieurs leçons, même. La principale étant qu'il n'est jamais trop tard pour réparer ce qu'on a brisé. En fin de soirée, alors qu'ils se disaient au revoir, Nathalie s'approcha de son père, hésitante mais résolue. Est-ce que je pourrais visiter l'hôpital un jour? Rencontrer cette Lunou et sa grand-mère? La question prit Michel par surprise. Bien sûr. Je suis sûr que Lunou serait ravie. Elle m'a déjà demandé si j'avais une fille. Vraiment? Oui. Et je pense que vous avez beaucoup en commun, toutes les deux. La force, la détermination et une sacrée intelligence. Nathalie rougit légèrement à ce compliment sincère, chose rare entre eux. Alors j'irai. La semaine prochaine. Parfait, répondit-il dans un sourire. Le dimanche suivant, de retour à l'hôpital Saint-Ange, Michel retrouva Madame Chao, assise sur son lit, feuilletant des documents médicaux aux côtés du docteur Ravier, le cardiologue en chef. À ses pieds, Lunou se tenait bien droite, observant chaque mot, chaque geste des adultes avec une curiosité brillante. « Docteur Michel !» s'écria-t-elle en courant vers lui, se jetant à ses jambes. « Bonjour ma petite », répondit-il en la soulevant dans ses bras. « Et comment va mamie aujourd'hui ?»« Mieux. Mamie parle médecine avec un autre docteur. » Madame Chao souriait. Elle paraissait plus forte, plus vivante. Pas seulement physiquement, mais aussi dans sa posture, son regard, sa présence. Elle était redevenue elle-même. Le docteur Ravier s'intéresse à mes recherches sur la thérapie complémentaire des cardiopathies congénitales, expliqua-t-elle. Nous discutons de la possibilité de lancer un programme pilote ici, à l'hôpital. Michel ressentit une profonde joie. Voir cette femme renaître, voir sa famille retrouver des bases solides. Cela dépassait la satisfaction professionnelle. C'était humain, essentiel. Les parents de Lunou, en voie de régularisation de leur statut migratoire, allaient bientôt pouvoir aspirer à une vie digne. Une vraie vie. Tu te souviens, demanda Lunou. De quoi donc? Ta fille. Tu m'as dit qu'elle m'enverrait une étreinte. Michel sourit. Oui. Je lui ai tout raconté sur toi. Et tu sais quoi? Elle veut te rencontrer. Elle viendra la semaine prochaine. Les yeux de la petite s'écarquillèrent, émerveillés. Lunou va avoir une amie. Et Michel pensa, les larmes au bord des paupières, et moi, je vais retrouver ma fille. Le lundi matin, en entrant dans le hall de l'hôpital, Michel ne s'attendait pas à ce qu'il vit, une assemblée de médecins, d'infirmiers, de membres du personnel, rassemblés comme pour une annonce officielle. Le docteur Valère, le directeur administratif, s'avança vers lui, étonnamment enthousiaste. « Michel, quelle chance que tu sois là. Nous avons une proposition à te faire. » Une proposition? Le docteur Ravier le rejoignit. Nous avons longuement discuté ce week-end. Inspiré par le cas de Madame Chao, nous pensons qu'il est temps de franchir un cap. L'intégration des approches traditionnelles à la médecine moderne, notamment dans le traitement des cardiopathies, offre un potentiel extraordinaire. Le conseil d'administration a validé la création d'un nouveau département, compléta Valère. Un centre de médecine cardiaque intégrative. Une alliance entre techniques conventionnelles et approches complémentaires validées scientifiquement. Michel observa l'assemblée, touché par l'enthousiasme sincère de ses collègues. Et moi, dans tout cela? Nous voulons que tu le diriges, Michel. Avec Madame Chao comme consultante spécialisée. L'idée était brillante. Et porteuse d'avenir.
Mais Michel, désormais transformé par ses récentes expériences, posa une condition. À une seule condition. Je veux qu'un programme spécifique d'accueil soit mis en place pour les familles à faible revenu et les migrants. Accès facilité. Coût réduit. Possiblement subventionné. Le docteur Valère parut hésiter. Il connaissait les implications budgétaires. Ce serait possible grâce à des partenariats, des mécènes, des fondations, répliqua Michel. Et les retombées, tant en matière de recherche que d'image institutionnelle, seraient majeures. Nous serions pionniers dans le pays. Les échanges se prolongèrent des heures durant. Les idées fusaient. L'énergie était palpable. Et pour la première fois depuis longtemps, Michel ressentait à nouveau la flamme qui l'avait un jour conduit à devenir médecin. À l'issue de la réunion, un accord préliminaire fut acté, le Centre Cœur et Vie Intégrative verrait le jour, avec une branche dédiée aux populations vulnérables. Madame Chao serait officiellement nommée consultante, recevant un visa de travail qui régulariserait enfin la situation de sa famille. Quand Michel alla lui annoncer la nouvelle, elle était assise près de la fenêtre, un livre à la main que lisait Lunou sur le corps humain, un cadeau d'une infirmière. « J'ai d'excellentes nouvelles », annonça-t-il, son cœur battant. Il expliqua tout. Le centre. Son rôle à elle. L'avenir. Mon travail aura-t-il une suite, demanda-t-elle, la voix tremblante. Après avoir tout perdu. Je pensais que ce ne serait plus jamais possible. Non seulement il aura une suite, répondit Michel, mais il servira de fondation à quelque chose de grand, de beau, et de vital. Vous aiderez des milliers de personnes. Madame Chao saisit alors sa main avec une force surprenante. Comment vous remercier, docteur? Vous n'avez pas seulement sauvé mon cœur. Vous avez sauvé celui de toute ma famille. C'est moi qui vous remercie, Madame Chao. Votre petite fille m'a rendu quelque chose que j'avais perdu. Lunou, intrigué, leva les yeux vers lui. J'ai rendu quoi, docteur? Michel sourit, ému jusqu'au plus profond. Mon propre cœur, Lunou. Tu m'as rappelé pourquoi j'ai choisi d'être médecin. Et surtout, que le rôle de père est le plus important de ma vie. La semaine suivante, l'événement tant attendu par Linou arriva enfin, la visite de Nathalie, la fille de Michel. Lorsqu'elle franchit les portes de l'hôpital, un petit paquet soigneusement emballé dans du papier coloré à la main, ses yeux cherchèrent aussitôt la fillette qu'elle avait tant envie de rencontrer. Linou, assise dans le coin d'un couloir, leva la tête et ses yeux s'illuminèrent. Nathalie s'accroupit doucement devant elle. Bonjour Linou, je suis Nathalie, la fille du docteur Michel. La petite la contempla un instant, fascinée. Tu danses? Demanda-t-elle soudain, se rappelant les récits de Michel. Un sourire lumineux étira les lèvres de Nathalie. Oui, je fais du ballet, répondit-elle enjouée. Et j'ai un cadeau pour toi. Elle lui tendit le paquet, et Linou le prit avec une délicatesse solennelle. Elle l'ouvrit lentement, comme si elle déballait un trésor sacré. À l'intérieur, un petit stéthoscope en plastique, coloré et brillant. C'est pour que tu commences ton entraînement de docteur, lui expliqua Nathalie en lançant un clin d'œil complice à son père, qui observait la scène à quelques pas. Linou mit aussitôt le jouet autour de son cou, plaça les embouts à ses oreilles et posa l'auscultateur sur la poitrine de Nathalie. Cœur, bat bien, déclara-t-elle d'un ton sérieux. Le rire cristallin de Nathalie résonna dans le couloir, un son que Michel n'avait plus entendu depuis si longtemps. Voir sa fille s'ouvrir ainsi à l'enfant et découvrir leur complicité naissante lui fit ressentir une plénitude qu'il n'avait plus éprouvée depuis des années. Il comprit à ce moment-là qu'un pont venait enfin d'être construit, un lien entre les deux pans longtemps opposés de sa vie, sa vocation médicale et sa vie de père. Les mois qui suivirent furent marqués par des transformations profondes. Le Centre Cœur et Vie Intégrative fut officiellement inauguré, avec Michel en tant que directeur et Madame Sao en consultante principale. La famille Chen, quant à elle, parvint à régulariser entièrement sa situation et s'installa dans un petit appartement digne à proximité de l'hôpital. Linou fut inscrite dans une école publique où elle se distingua particulièrement en sciences. Chaque week-end, elle revenait à l'hôpital, mais cette fois-ci comme bénévole. Elle passait de chambre en chambre, distribuant ses dessins aux enfants malades, illuminant leur journée avec son sourire et ses attentions. Michel, de son côté, réorganisa toute sa vie professionnelle. Il réduisit ses gardes, délégua davantage de responsabilités et se rendit disponible chaque vendredi pour aller voir Nathalie à Montpellier. La relation entre père et fille refleurit, lentement mais profondément.
Leur lien se renforça surtout lorsque Nathalie confia vouloir suivre la même voie que lui. Un jour, au détour d'une conversation, elle annonça calmement. « Papa, j'ai choisi ma spécialité. »« Déjà ? Tu n'as même pas commencé tes études, » répondit-il en souriant, surpris. « Je veux faire de la pédiatrie, avec une spécialisation en cardiologie. Mais pas comme toi. Je ne veux pas être chirurgienne. Je veux travailler sur la prévention et les traitements alternatifs, comme le fait la docteure Sao. » Michel sentit une émotion le traverser. C'était comme si la boucle se refermait. Sa fille ne se contentait pas de marcher sur ses traces, elle les réinventait en y ajoutant une humanité nouvelle. « Je crois que Linou voudra devenir ta résidente un jour, » plaisanta Théil. « C'est plutôt elle qui va m'apprendre des choses, » répondit Nathalie en riant. Près d'un an après leur première rencontre sous la pluie, Michel organisa un dîner dans un petit restaurant pour célébrer tout ce chemin parcouru. La famille Chen était là, souriante. Madame Sao, rayonnante de santé, Nathalie, Alexandre, quelques collègues de l'hôpital devenus amis. Tous réunis. Au milieu du repas, Monsieur Chen se leva avec pudeur, son accent encore marqué mais ses mots clairs. « Je veux remercier le docteur Michel. Il n'a pas seulement sauvé le cœur de ma fille et celui de ma belle-mère. Il a donné à notre famille une seconde vie. En arrivant en France, nous avons tout perdu. Grâce à vous, nous avons retrouvé bien plus. » Linou leva alors les yeux, ses petites mains posées sur la table, et dit d'un ton sérieux, presque solennel. « Docteur répare cœur brisé. Pas seulement avec des outils. Avec l'amour. » Un silence se fit. Les mots de l'enfant, d'une pureté désarmante, résumaient ce qu'aucun adulte n'aurait su dire avec autant de justesse. Michel avait réparé des cœurs, oui non seulement par la médecine, mais en renouant les fils d'une famille déchirée, en reconstruisant son lien avec Nathalie, en aidant Madame Sao à retrouver sa dignité, et en rendant espoir à des migrants oubliés. Et au fil de ces mois, sans même s'en rendre compte, c'est son propre cœur brisé qui s'était doucement guéri. Blessé par un divorce, creusé par les années de silence avec sa fille, asséché par un travail devenu mécanique, ce cœur-là battait de nouveau avec tendresse. Il leva les yeux autour de lui. Les visages souriants, les voix mêlées dans une même chaleur humaine. Et il repensa à ce moment-là, cet instant simple sous une pluie battante, où une fillette de 5 ans avait traversé la ville pour sauver sa grand-mère. Tout avait commencé là. Et tout s'était transformé. Le Centre Cœur et Vie Intégrative connut un essor fulgurant. Il devint une référence nationale, attirant des professionnels de santé désireux de marier médecine moderne et tradition. Ensemble, Michel et Madame Sao mirent en place des protocoles novateurs, particulièrement efficaces pour les populations migrantes, longtemps méfiantes à l'égard du système hospitalier. Linou, désormais parfaitement francophone, poursuivait son rêve de devenir médecin. Elle arpentait régulièrement les couloirs du centre avec sa grand-mère, saluant les patients, partageant ses histoires. Son rire résonnait comme une musique d'espoir. Inspiré par cette expérience, Michel lança un programme unique, un accompagnement complet pour les familles migrantes avec enfants malades du cœur. Soins, aide juridique, logement temporaire, soutien psychologique, tout était pensé pour ne laisser personne derrière. Nathalie, admise dans l'une des meilleures facultés de médecine du pays, s'engagea naturellement dans le programme. Elle y retrouva sa vocation, mais aussi une nouvelle proximité avec son père. Ce lien, jadis brisé, s'était transformé en collaboration, en respect mutuel, en complicité profonde. Quant à Monique, le temps fit éclater la vérité. Lorsque les recherches de Madame Sao furent reconnues internationalement sous la direction éthique de Michel, elle tenta de s'attribuer un rôle. Elle déclara avoir découvert la guérisseuse, espérant redorer son blason. Mais le corps médical connaissait l'histoire. Ses manœuvres apparurent pour ce qu'elles étaient, de l'opportunisme. Et sa réputation en fut ternie. Par un après-midi doux d'automne, 2 ans après cette fameuse nuit de pluie, Michel s'assit sur un banc du jardin de l'hôpital. Il observait Linou jouer avec d'autres enfants. À ses côtés, Madame Sao révisait des notes de recherche, concentrée, calme. Qui aurait pu l'imaginer ? Murmura-t-elle, les yeux fixés sur la fillette. Une si petite enfant, et pourtant, elle a changé tant de vies. Michel hocha lentement la tête. Parfois, il faut regarder le monde à travers les yeux d'un enfant pour se souvenir de ce qui compte vraiment. Linou m'a appris plus sur la médecine et la paternité que toutes mes années de formation. Madame Sao sourit, énigmatique. Dans ma culture,
nous croyons que les rencontres ne sont jamais le fruit du hasard. Chaque personne sur notre chemin porte une leçon. Et lis-nous, demanda Michel. Quelle était sa leçon? Elle plongea ses yeux dans les siens, une sagesse tranquille au fond du regard. Peut-être que ce n'est pas toi qui l'as trouvée. Peut-être que c'est elle qui t'a trouvé. Ce fut comme un éclair de vérité. Oui, il l'avait vue cette nuit-là, mais c'était elle, en réalité, qui l'avait le retrouvé. Elle avait traversé la pluie pour réveiller son cœur endormi. Elle lui avait rappelé pourquoi il était devenu médecin. Non pas pour opérer des cœurs, mais pour guérir des âmes. Ce soir-là, un médecin fatigué avait découvert une petite mendiante endormie sous une marquise. Ce qui aurait pu n'être qu'un fait divers s'était révélé être une chaîne de miracles. Une fillette, une grand-mère, une famille, une fille, un hôpital, et un cœur, celui de Michel, à nouveau vivant. Fin de l'histoire. Et vous, chers auditeurs, avez-vous vécu un jour une rencontre qui a changé votre destinée? Partagez-la en commentaire, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits qui nous rappellent que la vie, quand elle est guidée par la bonté, peut tout transformer.